Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo. Cette chaîne qui vous informe sur toute l'actualité qui se passe ici en République démocratique du Congo. Avec vous aujourd'hui et ensemble avec notre invité également, on va parler des différents sujets qui font la une ici au pays, notamment la mort de 4 personnes pour avoir tout simplement manifesté sur la réouverture du marché central. Vous avez vu vous-même hier à travers les images qu'est-ce qui se passe entre les gouverneurs de la ville, Gentini Ngobila, et son chef, les ministres de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. On va en parler à travers cette série des questions-réponses. On va également parler de la démission du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, à cause de l'inefficacité de l'équipe de riposte sur terrain. C'est ça ses propos sur Top Congo. Il a exprimé son souci de pouvoir participer à cette lutte, mais plutôt pour lui, les idées qui y sont apportées ne sont pas les bienvenues au sein de la hiérarchie de cette équipe. Et pour en parler avec tous ces sujets, on a reçu pour vous Dr Noël Tchani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir sur Sangoya Congo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Première question déjà. Hier, 4 personnes ont été tuées à balles réelles par la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa. Ces personnes manifestaient tout simplement contre les faits pour les gouverneurs de la ville. Gentini Ngobila a déclaré que les grands marchés ne seront pas réouverts jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que ces gens-là, légalement, ils ont raison de manifester ou tout simplement, ils ont perdu la vie par ignorance? Oui, j'ai suivi cette histoire-là un peu de loin, mais je suis très attristé de voir que dans notre pays, la vie humaine n'a aucune valeur. Les gens qui manifestent pour leurs droits, qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas raison, il n'y a pas de raison que la police puisse tirer sur eux. Il faut laisser les gens s'exprimer. Si on n'est pas d'accord avec eux, qu'on les amène au tribunal. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. Qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'on les mette en prison s'ils ont mal fait. Mais si ce sont des gens qui avaient des boutiques ou des stands au marché qui réclament leurs droits pour la réouverture, et je crois qu'il faut utiliser les processus de dialogue avec toutes les parties prenantes pour arriver à régler les problèmes de façon civilisée. Mais le recours tout le temps à l'arme pour faire taire ceux qui ne sont pas contents, je crois que ce ne sont pas des pratiques qui sont acceptables dans un pays qui se dit aujourd'hui démocratique. Donc je déplore cela, je condamne cela, je veux qu'il y ait une enquête qui aboutisse à déterminer les responsabilités, qui a fait quoi et qui a donné l'ordre pour qu'on puisse tirer sur des paisibles citoyens, même s'ils manifestaient, et qu'on puisse tenir ces personnes-là responsables de leurs actes. Ce n'est pas du tout acceptable, ce n'est pas congolais. C'était le dimanche, le gouverneur Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, était au grand marché pour inaugurer le côté Itaga, qu'il appelle nouveau marché pour les vendeurs ou les commerçants. Il a inauguré le temps que les travaux de réhabilitation pour les grands marchés prennent fin. Et lors de questions-réponses face aux médias ou à la presse, il a dit le grand marché reste fermé jusqu'à nouvel ordre. O alingite asala mokilinae. Cependant, je vous rappelle que quelques jours plus tôt avant sa déclaration, les ministres de l'Intérieur, Gilbert Kankondé, avaient demandé la suspension de ces travaux, tout simplement pour relancer l'économie du pays, parce que là, vous êtes économiste et vous êtes sans ignorer que l'économie de notre pays est pratiquement en baisse, avec 20 000 francs pour $1. Cette déclaration c'est une façon d'allumer le feu entre les deux parties, ou tout simplement il veut un bras de fer avec son chef. Oui, vous savez, les questions relatives au marché central de Kinshasa sont des questions d'intérêt public, d'intérêt général. Normalement, la gestion, la construction, la modernisation du marché central, ces questions-là relèvent de l'autorité de l'hôtel des villes. Donc, Gentini Ngobila, c'est lui qui est responsable de pouvoir organiser donc toutes ces questions relatives donc au marché. Et parce que il y a maintenant le vice-premier ministre en charge de l'intérieur.
qui est entré aussi donc dans la danse. Et je comprends que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur donc a pris position en faveur de la firme Safricom, qui avait eu le contrat depuis longtemps de pouvoir moderniser le marché, mais qui n'avait pas délivré à temps, qui est allé en justice, qui a dû obtenir gain de cause. Et le vice-premier ministre de l'Intérieur essaye de faire respecter ces décisions donc de la justice. Tandis que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, lui, il intervient ici en tant qu'autorité urbaine, de se disant les contrats qui étaient donnés à cette compagnie, Safricom, une compagnie gérée par les Libanais d'ailleurs, n'a pas été honoré et il voudrait reprendre le contrôle donc du marché, sélectionner d'autres firmes, reconstruire le marché, le moderniser. Moi, j'ai tendance à penser que les questions relatives donc à la construction, à la modernisation du marché de Kinshasa, du marché central, ces questions relèvent purement et simplement de la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que le vice-premier ministre de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa ont intérêt tous les deux à se rencontrer et à parler de façon civilisée et à trouver des solutions de façon civilisée, parce que je devine que tous les deux veulent réaliser le même objectif, veulent faire du bien pour le peuple congolais, veulent que le marché soit moderne, qu'on puisse sortir de ce marché qui est devenu insalubre, qu'on offre au peuple congolais ou au peuple quinois un marché digne de son nom, qui soit propre, qui puisse permettre aux commerçants de faire leur travail correctement dans de bonnes conditions. Alors, si les deux autorités ont le même objectif, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas se parler. Je suis même déçu d'entendre qu'il y a de l'argent qui passe de main à l'autre et qui serait donc la source même du conflit. Alors, moi, je voudrais proposer une chose. Je crois que le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est une grande autorité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est une grande autorité. Parce que les deux ne peuvent pas parler le même langage, se regarder dans les yeux. Je propose que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, inscrive cette question sur l'agenda du Conseil des ministres, pour que les deux soient appelés à venir expliquer aux ministres, c'est-à-dire le vice-premier ministre de l'Intérieur, mais également le gouverneur de la ville de Kinshasa, que chacun vienne au Conseil des ministres expliquer son point de vue et que le Conseil des ministres puisse trancher pour qu'on aille de l'avant sans qu'il y ait encore casse, sans qu'il y ait effusion de sang, parce que ce qui est en train de se passer, je crois que c'est désolant. Pouvez-vous parler en quelques mots de ce qui s'est passé avec cette société Safricom? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu contrat entre Safricom et quoi précisément? Et ça date de quand? Quels ont été les principes ou les conditions élaborées dans ces contrats? Non, je ne connais pas tous ces détails-là. Je sais que Safricom avait eu un contrat qui date, d'après ce que j'ai compris, de 2004 à peu près, et que jusqu'à présent, donc, ils n'ont pas délivré. Ce qui était convenu n'a pas été fait. Alors, mais je ne connais pas les détails, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Mais ce qui est important pour moi, c'est quoi? C'est que le marché est insalubre aujourd'hui. On doit trouver une nouvelle formule pour le moderniser. Et les deux autorités semblent pouvoir se disputer en quelque sorte le leadership pour arriver à moderniser donc le marché. Je veux qu'il y ait quelqu'un au-dessus de deux autorités, du gouverneur de la ville de Kinshasa, mais également au-dessus du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. C'est pour ça que je propose la médiation, sinon que le président de la République, avec tout le Conseil des ministres, puisse se réunir là-dessus. Je déplore quand même aussi l'inactivité de notre Premier ministre. Nous avons un Premier ministre, M. Ilunga Ilunkamba, qui est assis là, je ne sais pas ce qu'il fait toute la journée. Quand il y a le vice-premier ministre en train de se bagarrer avec le gouverneur de la ville, j'aurais pensé que lui, en tant que Premier ministre et chef de gouvernement, pouvait faire venir son vice-premier ministre, faire venir le gouverneur de la ville et essayer de régler cette question-là rapidement pour qu'on puisse éviter donc cette confusion, cette cacophonie. Mais parce que nous avons un Premier ministre qui est inactif, qui ne bouge pas, et je ne sais pas ce qu'il fait toute la journée, je demande qu'on inscrive purement et simplement cette question sur l'agenda du Conseil des ministres qui doit se tenir ce vendredi pour que le chef de l'État, mais également tous les autres ministres puissent entendre chacune des personnes et arriver à trancher
pour que le marché soit modernisé, mais qu'il soit modernisé sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait encore donc perte de vies humaines, comme nous avons déjà enregistré pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a aussi une question de curiosité de la part de la population qui se pose? Cette réhabilitation des grands marchés avec des étalages ou la construction de nouveaux étalages et tout, est-ce que ça s'inscrit dans les cadres de Kinibopeto pour que les gouverneurs soient aussi rigoureux comme ça? Parce que là, quand il a dit le marché se ferme et les travaux vont commencer et tout, il a tout simplement détruit les étalages qu'il avait trouvés au lieu tout simplement, par exemple, de rappeler les vendeurs, non, prenez vos étalages, prenez vos tables et ramenez chez vous les temps que tout s'arrange. Il a tout détruit. Pourquoi il peut agir de la sorte? Moi, je voudrais déplorer la brutalité qui est utilisée pour essayer de régler un problème aussi simple. Je crois que le gouverneur de la ville de Kinshasa, il a la responsabilité de moderniser les marchés. C'est tout à fait normal. Mais quand vous devez moderniser un marché, déloger ceux qui sont déjà là-bas ou détruire les infrastructures existantes, même si elles sont insalubres, il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à faire en sorte que ceux qui seront les bénéficiaires puissent être partie prenante du processus de prise de décision pour qu'ils comprennent pourquoi vous faites des choses. Pour qu'on ne puisse pas avoir d'un côté le gouverneur qui pense pouvoir faire du bien en détruisant ce qui n'est pas acceptable pour construire ce qui serait bien pour tout le monde, mais ceux qui sont des bénéficiaires, parce qu'ils n'ont pas été informés comme il se doit, ils pensent peut-être qu'on est en train de leur arracher ce qui leur appartient. Donc, je pense que la stratégie n'a pas été la bonne. Il faut apprendre à éviter la brutalité. Il faut apprendre à amener les bénéficiaires à faire partie prenante du processus de décision pour qu'ils se sentent concernés. Et c'est ça qui a manqué donc jusqu'à présent. Au final, à l'issue d'un conseil de ministres provincial qui a eu lieu hier, la nuit, ça a commencé à 14h, ça s'est pris fin plus tard dans la nuit. La décision a été prise entre le général Kassongo, les gouverneurs de la ville, mais aussi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, que finalement, il y a suspension des activités des activités de réhabilitation du grand marché. À qui profite finalement cette décision? Bon, je ne sais pas à qui profite, mais je pense qu'ils ont évité le problème. On a suspendu le problème pour éviter que les gens viennent se battre là-bas tant que la question n'est pas tranchée de façon définitive. C'est pour ça que je propose que la question soit discutée en Conseil des ministres, parce que ça implique un ministre, un vice-premier ministre, surtout un vice-premier ministre en charge de l'intérieur, qui est d'ailleurs le supérieur hiérarchique du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et je crois que s'ils peuvent amener cette question à ce niveau-là, en discuter ouvertement, que chacun donne son avis, que le Conseil des ministres donc tranche, il faudra maintenant que les deux autorités soient tenues de respecter la décision qui sortirait donc de la réunion du Conseil des ministres. Docteur Noël Tchani, le prix Nobel de la paix de notre pays, Docteur Denis Mukwege, venait de démissionner il y a à peine quelques heures. Il a démissionné, il a déclaré ceci: je démissionne et je laisse ma place à quelqu'un d'autre, et je démissionne parce que l'équipe de riposte en place, elle n'est pas efficace. Si des gens apportent des idées, ces idées-là ne sont pas réceptives au sein de l'équipe de riposte. C'est une façon pour lui de déplorer l'inactivité de cette équipe de riposte sur le terrain. Oui, je déplore donc le départ du docteur Mukwege de cette équipe-là. Quelles que soient les divergences de point de vue, je pense qu'ils auraient pu rester ensemble, travailler ensemble, parce que nous avons une pandémie qui est une priorité nationale et que nous devons tous essayer de gérer en tant que peuple pour éviter le pire. Nous constatons que depuis que la pandémie a commencé au mois de mars, le nombre de personnes atteintes ne fait qu'augmenter de jour en jour. Nous sommes aujourd'hui dans les environs de 4400 personnes, alors qu'au début du mois de mars, nous n'avons vu qu'un seul cas déclaré donc dans notre pays. Donc, ça veut dire que l'équipe de riposte ne semble pas contenir la propagation de la maladie comme il se doit. Dans cet environnement-là, à perdre des membres importants de l'équipe telle que de la taille de Dr Mukwege, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour nous en tant que pays. Mais il a pris une décision, c'est une décision individuelle. Il a laissé la place. Il faut maintenant qu'il soit remplacé par quelqu'un d'aussi bonne qualité et que maintenant l'équipe doit réexaminer ces méthodes qui ont amené, qui ont conduit à la démission du docteur Mukwege,
parce que j'ai compris que cette équipe semble être fermée sur elle-même. Nous avons ce jeune médecin qui s'appelle Jérôme Mouniangui, qui est venu de l'étranger, qu'on a fait venir. On a loué même un avion pour le ramener ici. Et quand il arrive ici, j'ai compris qu'il y a des difficultés à travailler avec l'équipe de riposte parce que ce qu'il demande pour que l'on mette en condition pour travailler, on ne semble pas les lui donner. Le jeune homme a demandé simplement qu'on lui donne 20 malades pour qu'il puisse administrer son produit et démontrer que le produit est efficace ou pas. Je ne sais pas pourquoi l'équipe de riposte est en train de refuser de travailler avec lui. Donc, encore une fois de plus, il est important que cette équipe-là, peut-être que le ministre de la Santé puisse réexaminer comment il fonctionne. Et s'il y a des correctifs donc à faire, qu'on ait ces correctifs-là fait le plus rapidement possible. Parce qu'on ne veut pas que le nombre de malades continue à augmenter pendant que les gens qui sont supposés stopper la propagation de la maladie semblent passer leur temps sur des conflits personnels. Ça prouve à suffisance, en tout cas, la force ou pas de force pour cette équipe de riposte. 15 jours de prorogation à nouveau pour un état d'urgence sanitaire. Pendant que l'équipe n'arrive pas à contenir l'épidémie, il y a toujours des prolongations en prolongation de 15 jours en 15 jours. Je vous rappelle également que les textes qui portaient cet état d'urgence a pu expirer le 6 juin dernier à minuit. Maintenant, nous continuons dans un état d'urgence sans texte. Est-ce qu'il faut continuer comme ça ou il y a des méthodes à apprendre et à appliquer pour le bien de la population? Je crois que il faut se poser la question de savoir pourquoi on a eu l'état d'urgence et pourquoi on a eu confinement de la ville de la Gombe. On a eu ces deux mesures-là, c'était pour éviter la propagation de la maladie à grande échelle. Est-ce que nous avons réussi à stopper la propagation de la maladie aujourd'hui? La maladie continue à se propager. Parce que l'objectif pour lequel les deux mesures avaient été mises en place, cet objectif continue encore à être d'actualité. La maladie est toujours là et la propagation continue à se poursuivre. Je crois qu'il y a une justification pour étendre l'état d'urgence et continuer le confinement. Mais on doit aussi être réaliste. Si le nombre ne fait qu'augmenter des personnes atteintes, peut-être que ces deux mesures-là n'ont pas fait une grande différence. Ou peut-être qu'on a stoppé à un rythme moins rigoureux que ce qu'on aurait souhaité. Alors dans ces conditions-là, il faudrait qu'on puisse réexaminer le tout, qu'on travaille avec l'équipe de la riposte, qu'on sache exactement les recommandations qu'elle fait, pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut prendre maintenant comme décision pour continuer dans l'avenir, pour stopper la maladie. Mais jusqu'à présent, il me semble que les objectifs qui étaient poursuivis par la mesure d'état d'urgence, mais également par le confinement, donc les résultats qui étaient attendus n'ont pas été satisfaits. Donc on doit trouver d'autres voies et moyens pour faire mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Justement, parlant de ces confinements de la commune de la Gombe, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Sini Ngobila, toujours à l'issue du conseil des ministres provinciaux qui a eu lieu hier, il a annoncé qu'il y aura des confinements de la ville de Kinshasa dans quelques jours qui suivent. On peut espérer à quelque chose de bien, c'est-à-dire par exemple qu'il continue à vivre avec la maladie ou continuer à observer des mesures barrières, etc. Oui, j'ai appris que le gouverneur de la ville de Kinshasa envisage de déconfiner la ville de la Gombe. Je crois que s'il y a d'autres mesures ou les mesures barrières qui ont été adoptées et que la population continue à observer, si on déconfine, je pense que l'impact ne sera pas négatif sur la population. Pourquoi? Parce que quand vous regardez très bien aujourd'hui, on parle de confinement de la ville de la Gombe, mais moi j'appelle ça confinement avec embouteillage. Quand vous sortez dehors là, vous trouvez des voitures partout. Il y a moins de gens sur la rue que normalement, mais vous trouvez des voitures circulent, elles entrent à la Gombe comme si rien n'était. Donc peut-être qu'il faut déconfiner pour stopper l'impact négatif sur l'économie de la ville de Kinshasa, parce que toutes les activités sont concentrées donc à la Gombe. Il faudrait peut-être déconfiner, mais en même temps aussi conserver les mesures barrières, telles que le port de masques obligatoire, continuer à maintenir des distances suffisantes entre les individus qui se parlent, se laver les mains régulièrement, éviter de s'embrasser. Je crois que si on continue avec ces mesures-là, si on déconfine, j'espère que l'impact ne sera pas tellement négatif sur la population du point de vue de la propagation de la maladie.
Votre qualité d'économiste et banquier et beaucoup d'autres titres en ce qui concerne les finances, tenant compte également du coronavirus, qu'est-ce que vous proposez, que ce soit au gouvernement central, à l'équipe des ripostes, mais aussi au gouverneur de la ville qui manifeste d'une façon la bonne volonté de pouvoir s'y soucier de la population? Bon, moi je crois que la pandémie nous a appris quelques leçons que nous devons absorber, que nous devons apprendre pour que nous puissions changer notre mode de vie et notre système de gouvernance pour que avant la pandémie ne soit pas égal à après la pandémie. Avant la pandémie, on était caractérisé par la mauvaise gouvernance. Les biens de l'État étaient privatisés, les individus font n'importe quoi. Nous sommes en train d'assister aujourd'hui au procès qui montre très clairement qu'il y a eu confusion entre les biens privés et les biens publics. Maintenant, après la pandémie, donc ce système de gouvernance, là, je voulais dire, a fait en sorte que nous n'avons pas d'infrastructure de base pour avoir la capacité de résistance lorsque on est face aux défis tels que la pandémie qui explose donc dans nos yeux. Alors, on n'a pas d'hôpitaux de qualité. Nous n'avons pas d'infrastructure de base, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de l'eau dans toutes les maisons congolaises. Moins de 10% de la population ont accès à l'eau, alors qu'on nous dit que pour combattre la pandémie, il faut se laver les mains régulièrement. On avait 85% de la population au chômage, c'est-à-dire que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour pouvoir s'acheter quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on dit à tout le monde donc d'acheter les masques. On va acheter les masques avec quoi? Donc, si nous avons appris ces leçons-là, ce que je recommande maintenant, c'est qu'on ait une stratégie de développement, une véritable vision de développement qui va nous permettre de gérer le Congo différemment après la pandémie qu'on l'avait fait avant la pandémie. Cette vision de développement, moi je vous propose le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, cette vision pour sortir le Congo du sous-développement, devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans, en créant au passage des emplois pour tout le peuple congolais, en mettant en place des infrastructures de base telles que l'eau qui nous manquait là. Au lieu d'avoir moins de 10% de la population qui ont accès à l'eau, nous devons faire en sorte qu'on ait toute la population congolaise couverte par des infrastructures de base telles que l'eau, l'électricité, les services de télécommunication. On doit faire en sorte qu'on construise les routes qui relient toutes les provinces du pays et qu'on développe ce que j'appelle la capacité d'autosuffisance alimentaire en investissant sérieusement dans l'agriculture, dans l'élevage, la pêche, pour produire ce que nous devons avoir pour notre propre consommation. Et c'est faisable. Moi, je viens d'acheter quelques hectares de terre juste à 2 heures de Kinshasa, donc au plateau de Bateke. Je vais faire la culture là-bas et je vais produire des choses telles que les feuilles de manioc, les maïs, arachides, des tomates, des choux Bruxelles comme ils appellent ça ici, des pommes de terre. Donc, je pense que si nous investissons correctement et nous orientons les énergies vers le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et surtout la mise en place de ce que j'appelle une industrie agroalimentaire, nous pouvons augmenter la capacité du Congo à être indépendant des importations de l'extérieur qui nous coûtent beaucoup d'argent. Et en ce moment-là, parce que nous allons dégager notre nourriture de notre sous-sol ou bien de la pêche et de l'élevage, on pourra épargner de l'argent qu'on dépensait pour l'achat de la nourriture. On pourrait investir cet argent dans d'autres choses, les infrastructures donc de base, la construction de routes, des systèmes d'électricité, la construction des systèmes donc de télécommunications. Et on pourra mettre en place donc ces infrastructures de base là pour que le Congo puisse se développer différemment que ce que nous avons fait aujourd'hui. Retenons, mes chers compatriotes, que ça fait 60 ans que nous sommes un pays indépendant. Ce n'est pas normal qu'après 60 ans que nous sommes un pays indépendant, que nous continuons à être un pays dépendant des importations qui viennent d'ailleurs. Nous pouvons développer cette capacité d'autofinancement, cette capacité donc, cette indépendance économique que nous avons toujours donc réclamé si nous arrivons à nous organiser différemment que ce que nous avons fait donc jusqu'à présent. Encore une fois, moi je vous invite vraiment à prendre connaissance donc du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, cette vision qu'on avait conçue avant 2018, avant la pandémie, que nous avons actualisée aujourd'hui pour tenir compte des nouveaux défis générés par la pandémie. Et si tout le monde y adhère, nous pouvons travailler ensemble pour la réaliser, pour la mettre en œuvre et développer la RDC au profit de tous. Et je suis convaincu
que si nous le faisons en travaillant ensemble, nous allons réussir, parce que je reste déterminé et je continue à penser que l'impossible n'est pas congolais. Vous êtes parmi les rares personnalités qui ont proposé à l'UDPS de pouvoir se choisir un autre candidat qui va remplacer Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le président de la République, en sa qualité, si on peut appeler ça comme ça, d'autorité morale de ces partis, s'est décidé de choisir lui-même quelqu'un qui va remplacer à ces postes-là, chose qui n'arrange pas tout le monde, bizarrement, au sein de l'UDPS. Jean-Marc Kabound qui saisit à travers une correspondance les conseils d'État pour pouvoir intervenir dans ces dossiers, c'est-à-dire que chercher à annuler l'élection de premier vice-président, mais aussi restituer Jean-Marc Kabound à son poste. Est-ce que sa démarche est légale? Qu'est-ce que les conseils d'État viennent faire dans la gestion d'un parti politique? Oui, j'ai suivi cette question-là de très près. Et je suis au courant que Jean-Marc Kabound a saisi le Conseil d'État pour demander que la question soit tranchée. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je salue sa démarche. Dans un état de droit, quand on n'est pas d'accord, il faut utiliser les moyens légaux. Et ce qu'il utilise comme moyen légal, il veut présenter son cas pour que les juges puissent donc trancher. Je salue cette démarche-là. Au bout de compte, je pense qu'il va perdre. Mais il faut le laisser donc aller jusqu'au bout si c'est ça qu'il estime être la voie la plus appropriée pour régler ce différend. Mais entre-temps, je voudrais saluer déjà le choix qui est opéré par le président de la République en la personne de Madame Seya. Je crois que c'est une Patricia Seya. J'ai lu un peu sa biographie, j'ai vu que c'est une juriste de formation qui a terminé ses études, qui a son diplôme, je pense, de licence en droit. Ça doit être de l'université de Lubumbashi, je crois, et qui a travaillé pendant quelques années, qui a quelques années d'expérience professionnelle. Et je crois qu'elle a le profil pour travailler donc dans le poste pour lequel donc elle est en train d'être considérée. C'est une femme. Je crois que dans le cadre donc de la lutte pour la promotion des droits de la femme, je pense que c'est important de promouvoir des femmes dans des postes aussi importants au niveau de nos institutions, et je voudrais saluer cela. Je lui souhaite bonne chance et j'espère juste que le vote va se passer le plus rapidement possible, que le meilleur puisse gagner. Cette façon ou cette démarche de Jean-Marc Kabound, pour certains, c'est une façon pour lui de déclencher la guerre entre les présidents de la République et lui, qui est tout simplement subalterne au président, même au niveau du parti politique. D'autres pensent plutôt qu'il a abusé de la confiance du président de la République en allant jusqu'à saisir les conseils d'État. Bon, ça c'est leur question de cuisine interne. Le parti UDPS, c'est un parti politique qui a aussi ses réalités. Le chef de l'État, il est l'autorité morale, mais en même temps aussi, si l'autorité morale a tranché, moi je pense que tout le monde devrait s'aligner. Regardons l'exemple, bien que l'autre camp n'est pas l'exemple donc à suivre. Les gens du FCC, avec leur autorité morale, quand ils ont décidé, tout le monde s'incline. Donc, il ne faut pas non plus qu'en face qu'on ait le désordre. Moi, j'aurais conseillé à Jean-Marc Kabound d'arrêter, de ne pas poursuivre cette bataille. Si l'autorité morale a voté, a choisi quelqu'un, il faut soutenir maintenant cette candidature-là et qu'on aille de l'avant. C'est pour ça que je voudrais encore une fois de plus appeler à la réforme du système politique congolais. Donc, on a beaucoup de petits roitelets, des individus qui se croient plus importants que le reste de la nation. Nous avons trop de partis politiques, et trop de partis politiques, ça veut dire aussi beaucoup d'anarchie. Nous avons 777 partis, je ne dis pas sans base, mais sans vision de développement pour notre pays. Je voudrais proposer qu'on puisse restructurer les systèmes politiques pour réduire le nombre de partis regroupements à 4 regroupements au maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement.
qu'on ait même un règlement intérieur d'ordre intérieur qui va régir le fonctionnement des partis politiques, qui soit applicable donc à tout le monde. Dans la restructuration que je propose, je vois bien on peut avoir le FCC, le CACH, qui forment un seul regroupement s'ils s'aiment tellement parce qu'ils travaillent déjà ensemble. Mais s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent avoir deux regroupements, le FCC d'un côté et le CACH de l'autre. En troisième position, on aura la force du changement que j'incarne avec de nouvelles personnes qui n'ont jamais été trempées dans la mauvaise gouvernance du pays. Et en quatrième position, on aurait le groupe Lamouka de Martin Fayoulou et ses copains. Donc maintenant, tous les autres partis politiques peuvent adhérer à tel ou tel regroupement. Et je crois que la démocratie serait beaucoup plus claire. Elle fonctionnerait beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Mais on aura en quelque sorte 4 regroupements. Et on va adopter un règlement d'ordre intérieur qui régit tous les partis politiques pour que quand il y a une décision qui est prise au sein du regroupement, en ce moment-là, tout le monde doit pouvoir s'incliner. Ces histoires toujours de contester, d'aller. J'ai l'impression que les Congolais ont découvert la voie de la justice. Pour un petit rien, tout le monde donc va à la justice. Et je crois qu'on va remplir simplement les cours et tribunaux des cas qui ne sont pas tellement nécessaires. Donc encore une fois, je souhaite bonne chance à Jean-Marc Kabound, mais je voudrais aussi souhaiter bonne chance à Madame Patricia Nseya. Je crois que si elle est élue, ça nous permettra de pouvoir mettre derrière nous ce problème-là au niveau de l'Assemblée nationale et que l'institution commence à fonctionner normalement comme elle devait tourner pendant que Jean-Marc Kabound était là-bas aussi. Dossier Sonjo, procès Vital Kamerhe, vous avez pas mal suivi les 4 audiences. Un mandat d'arrêt international lancé par les procureurs généraux de la République a été reçu par les Libans pour pouvoir rapatrier ici au pays les 2 fils de Jamal qui est impliqué dans cette affaire, dans cette présumé détournement. Quelle influence que peut exercer ces 2 fils sur un dossier qui touche à la République? Vous savez, M. Jamal, dès le premier jour, a déclaré du haut de sa chaise, il a déclaré qu'il était innocent et qu'il n'a rien fait de mauvais. Si cela est le cas, je pense qu'il devrait appeler ses enfants, les 2 fils, et leur dire, vous savez quoi, je ne me reproche de rien, prenez votre avion du Liban, revenez ici pour que vous veniez donc témoigner. Et s'il ne l'a pas fait, les 2 enfants eux-mêmes, s'ils estiment que leur père est innocent, ils devraient venir volontairement. Mais s'ils ne l'ont pas fait donc jusqu'à présent, je salue la démarche poursuivie par les autorités judiciaires congolaises en émettant un mandat d'arrêt international, en remettant cela aux autorités libanaises, en leur disant, s'il vous plaît, ramenez-nous ces 2 personnes que nous sommes en train de poursuivre ici en RDC pour qu'ils viennent témoigner. Parce qu'on les accuse donc des choses atroces, détournement des fonds publics, ce n'est pas une mince affaire. Et le Liban a intérêt à collaborer avec la RDC parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui sont en RDC. Si ça arrive à entamer la relation entre les 2 pays, je crois que la communauté libanaise va en souffrir. Donc il est important que les 2 fils de Jamal qui sont à Beyrouth puissent être rapatriés ici rapidement, pour qu'ils soient entendus au niveau de la justice et que la bonne justice soit administrée. Si leur papa est innocent, il sera libéré. Mais si on arrive, après avoir écouté les témoignages, on trouve qu'il était impliqué dans des choses qui ne sont pas très catholiques, il devra connaître alors la rigueur de la loi. Déjà demain, je rappelle que c'est le début des plaidoiries. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre après ces 4 audiences écoulées? Je crois qu'il faut s'attendre à ce que la vérité puisse triompher. Il faudra que les avocats de la République puissent bâtir le cas pour montrer qu'il y a eu un détournement, soit financier, soit intellectuel, orchestré par M. Kamerhe et M. Jamal. Et il faudra que les avocats de la défense aussi prennent position pour dire non, leurs clients donc sont innocents. Et s'ils sont innocents, pourquoi ils pensent ainsi? Les juges, après avoir écouté les uns et les autres, devront trancher. Nous, le peuple, nous attendons à ce que justice soit faite. Nous n'allons pas dans ce procès avec l'idée qu'il faut condamner telle personne ou il faut le libérer. Nous allons dans ce procès avec l'idée que la justice doit être faite et que si Kamerhe et son copain n'ont rien fait de mauvais, qu'on les libère. Mais s'ils ont mis les mains dans les caisses de l'État ou qu'ils ont fait des choses qui ont entraîné le conflit d'intérêts, en ce moment-là, ils vont connaître la rigueur de la loi.
pour finir, la délégation de l'Union européenne était en visite des services ici au pays. Ils ont été reçus par les premiers ministres Aïlou Kamba, mais aussi par les présidents de la République. Avant de partir ou de quitter le sol congolais, ils ont rencontré également le cardinal Fridolin Ambongo, qui, après avoir reçu cette délégation, lui aussi va faire une déclaration pour dire que nous ne resterons pas des éternels assistés. C'est-à-dire que cette délégation, elle est venue dans les cadres d'aide humanitaire en ce qui concerne cette crise sanitaire. Et c'est comme ça que Monseigneur lance cet appel indirectement pour dire aux autorités congolaises que nous ne resterons pas des éternels assistés. Comment vous, en tant qu'acteur politique, vous avez reçu cette visite de l'Union européenne? Bon, vous savez, en temps de crise, quand on est à genoux et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, toute assistance est appréciée. Mais nous avons reçu beaucoup d'assistance depuis 1960 et si on ne prend pas garde, on va continuer à être toujours un pays qui, chaque fois que nous avons des difficultés, nous attendons que l'assistance nous soit apportée d'ailleurs. Nous devons sortir de cela. Nous devons sortir donc de ce cercle vicieux-là. Donc, moi, je pense que nous devons avoir notre vision de développement qui va nous permettre de développer notre indépendance économique, politique, indépendance sociale, indépendance sur le plan humanitaire, pour que chaque fois qu'on a des choses telles que la pandémie qui a explosé, qu'on puisse regarder dans les caisses de l'État et qu'on ait notre propre capacité de résistance. Mais pour l'instant, je crois que ce serait malvenu de refuser donc une assistance qui viendrait de l'Union européenne ou bien de n'importe quel pays parce qu'on n'a pas de moyens suffisants. Vous avez entendu l'autre jour dans le procès Caméré, on parle des réserves de la Banque centrale qui s'élèvent à peine à 1 milliard de dollars. Ce n'est pas beaucoup. Donc on ne peut même pas survivre pendant 3 ou 4 semaines en n'important rien que notre propre nourriture. Donc toute assistance dans ces conditions est la bienvenue. Mais nous devons avoir l'idée que en recevant cette assistance, développer notre capacité à nous, notre économie à nous, pour que demain, qu'on n'ait plus besoin de pouvoir recevoir l'assistance de qui que ce soit, et qu'on soit d'ailleurs les gens qui vont aider les autres, qui vont assister les autres, pourquoi pas ne pas aller assister l'Union européenne lorsqu'il y aura donc ce genre de problèmes chez eux aussi. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. L'occasion pour vous de dire votre dernier mot quant à cette émission, et sans oublier la mort du président Pierre Nkurunziza. Oui, bon, la mort d'un être humain, c'est toujours un événement douloureux. Mais il s'agit donc de la mort d'un ancien président burundais. Je voudrais juste attirer l'attention du peuple congolais qu'il y a eu un autre président, Habyarimana, qui était mort au Rwanda et qui a déclenché un cycle de violence. Ce qui avait entraîné l'afflux massif de réfugiés qui sont venus sur le territoire congolais. Et le Congo ne s'est jamais remis de cela parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont venus en partie avec ces réfugiés-là que nous avons accueillis volontairement en ouvrant nos frontières. Je voudrais que nous soyons très vigilants pour que actuellement cette mort-là du président Nkurunziza du Burundi ne nous entraîne pas de problèmes. S'il commence à se battre là-bas chez eux pour des raisons, pour une raison ou une autre, nos frontières doivent être sécurisées. Nous devons fermer les frontières pour ne plus recevoir des réfugiés qui peuvent être source de problèmes donc dans l'avenir. C'est là que je pense notre vice-premier ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde, devrait peut-être être interpellé pour passer beaucoup plus son temps à être vigilant de ce côté-là, à surveiller les frontières plutôt que de passer son temps à se bagarrer pour la construction du marché donc central de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous tous qui nous avez suivis à travers cette émission. Merci à Maman Mboli depuis Panama. Merci à Mour qui était derrière la caméra. C'était Chancela devant ses micros. Et merci également au Dr Noël Tchani de nous avoir reçus chez vous. Vous avez péché aujourd'hui parce que vous n'avez pas prononcé mon nom totalement. Mon nom c'est Dr Noël Tchani qui Mwadianvita. C'était mon nom, Dr Tchani Mwadianvita. Voilà, donc vous devez vous habituer à ça et habituer aussi vos internautes pour qu'ils connaissent mon nom tel qu'il est. Donc, Dr Noël Tchani Mwadianvita. Je vous remercie en tout cas. Sangoya Congo, c'est ça? Sangoya Congo, merci beaucoup de l'opportunité de m'entretenir avec vos internautes, vos auditeurs, vos téléspectateurs, si je peux dire. Et à tout moment, quand il y a des questions d'actualité, vous serez les bienvenus.
Merci, vous avez certainement compris cette volonté de pouvoir partager avec vous différents sujets d'actualité. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Gouverneur Jacques Kiaboulak s'érige en barrière contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Sensibilisation des terrains sur le respect des gestes barrières et prise en charge des malades. Retour sur les péripéties du confinement strict réussi de Lubumbashi et Kasumbalesa. Jacques Kiaboulak Atoué, les défis de la réussite. Wandani, l'homme et ses œuvres. Reconstruction et décollage économique. Sécurité, mobilisation de recettes. Eshima Magazine revient sur les succès notables du chef de l'exécutif du Haut-Katanga. Découverte, Moussa Mondo, valeur sûre de la politique congolaise. Focus, Néné Ilunga, en première ligne pour la défense des droits des travailleurs pendant les confinements. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, pêche et élevage, Jonathan Bialosuka, sortir la RDC de la sous-alimentation. Économie, impact du Covid-19 sur l'économie congolaise. Afrique, que restait-il de la France-Afrique? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.